Arrêtez-vous un instant et écoutez attentivement, car ce que je m'apprête à vous dire pourrait sembler absurde, mais c'est la pure vérité. Tout ce qu'on vous a dit sur le succès est faux. Il ne s'agit pas d'un diplôme, il ne s'agit pas de travail acharné. Et ce n'est certainement pas une question de chance. Vous pourriez trouver cela audacieux, mais seul 1% de la population a vraiment compris cette formule. Et ce sont précisément ces personnes qui contrôlent presque toute la richesse de la planète. Maintenant, considérez ceci. Et si tout ce que l'on vous a fait croire sur la prospérité était une invention? Et si, en quelques mois seulement, vous pouviez complètement réécrire l'histoire de votre vie? Tout commence par une idée, pas une aspiration vague, mais cette étincelle tangible que vous avez probablement écartée comme impossible ou pas pour moi. Je me souviens très clairement du jour où une seule idée a transformé ma vie entière. Quelqu'un m'a donné un livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche » et au début, je n'y ai vu que des mots sur une page. Pourtant, sous ces mots, se cachait une autre façon de penser. Une perspective qui m'a permis de percevoir des opportunités là où je n'avais auparavant vu que des portes closes. Cette idée ne m'a pas octroyé de diplôme, ni ne m'a légué d'héritage ou offert de raccourcis. Au lieu de cela, elle a fourni quelque chose de bien plus précieux, un nouveau plan mental que je pouvais suivre étape par étape. L'influence profonde de ce livre et son impact transformateur sur la vie ont été bien documentés pendant des décennies. Si vous êtes assis là maintenant, peut-être trouvant tout cela un peu trop abstrait, permettez-moi d'aborder les aspects pratiques. Une idée reste un simple potentiel tant que vous ne la mettez pas par écrit, que vous ne concevez pas un petit test et que vous n'entreprenez pas une action physique concrète. Quand j'ai commencé, mon action était si remarquablement simple qu'il est presque amusant de s'en souvenir maintenant. J'ai accepté de nettoyer un étage pour 30 $ par mois. C'était un début modeste, un petit pas. Mais j'ai refusé de laisser cette idée vaciller. Je l'ai nourrie, affinée, répété le processus, et avant longtemps, cet unique étage a évolué en de multiples bâtiments, des contrats lucratifs et un revenu que j'aurais à peine pu concevoir à l'époque où j'avais encore honte de parler de mon travail modeste. Cette progression n'était pas un miracle, c'était de la pure persévérance, appliquée méticuleusement dans la bonne direction. Quelle est l'objection la plus courante que je rencontre invariablement? Mais je n'ai pas d'argent. Je manque d'expérience. C'est tout simplement trop tard. Ces objections sont en effet universelles. La vérité crue et simple est la suivante. La plupart des gens confondent un manque de ressources avec un manque d'idées. J'ai personnellement été témoin de personnes avec moins de ressources accomplir davantage avec moins, simplement parce qu'elles possédaient la force de persévérer avec leur idée. Et pour vous confronter à la réalité, la recherche indique qu'un état d'esprit optimiste associé à des attitudes financières délibérées est corrélé à des comportements financiers supérieurs, tels que l'épargne et la planification. Ce qui signifie que votre état mental a un impact direct sur les décisions pratiques de création de richesse. Alors, quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre dès maintenant, aujourd'hui? Premièrement, mettez votre idée sur papier. N'y pensez pas trop. Écrivez-la simplement en lettres majuscules tout en haut d'une feuille vierge. Deuxièmement, décomposez cette idée en micro-actions, des tâches que vous pouvez accomplir de manière réaliste en une semaine. Un exemple pratique, voulez-vous lancer un service de nettoyage? Pour la première semaine, choisissez un quartier et faites 3 offres en porte-à-porte. Pour la deuxième semaine, demandez 2 références et concevez un seul et simple flyer. Pour la troisième semaine, offrez un service gratuit à un client potentiel en échange d'un témoignage. Les micro-actions transforment les idées abstraites en habitudes concrètes en obligeant votre corps à s'engager avec votre esprit. Et voici quelque chose que beaucoup de gens négligent. La répétition. Écoutez attentivement. J'ai répété certaines affirmations, enregistrements et idées fondamentales, des milliers de fois, jusqu'à ce qu'ils fassent partie intégrante de mon réflexe automatique.
au point que je n'avais plus à forcer la pensée. Elle commençait à propulser naturellement mes actions. La neuroscience moderne explique précisément pourquoi cela fonctionne. Le cerveau subit des changements significatifs avec des stimuli répétés. Il forge de nouvelles connexions, renforce les voies neuronales et transforme finalement la simple intention en habitude profondément ancrée. Si vous voulez vraiment que votre idée dirige le cours de votre vie, vous devez intentionnellement programmer votre cerveau par une répétition délibérée. Permettez-moi d'être précis sur l'application de la répétition. Sélectionnez une affirmation concise, directement liée à votre idée principale. Par exemple, « Mon idée est viable et je la développerai de X% en 12 mois ». Récitez cette phrase à voix haute 30 à 50 fois par jour, le matin et avant de vous coucher, et suivez cela immédiatement en révisant votre plan de micro-action pendant 5 minutes. Engagez-vous à faire cela pendant 30 jours. La répétition n'est pas une forme de mysticisme, c'est en substance un entraînement neural. Parallèlement, documentez méticuleusement chaque petite victoire, un seul appel téléphonique passé, un service livré avec succès, un commentaire positif reçu. Ce registre continu fournit un retour émotionnel crucial qui soutient la persévérance lorsque votre enthousiasme initial commence inévitablement à faiblir. Maintenant, abordons les objections internes qui tenteront sans aucun doute de saboter vos efforts. Et si j'échoue? Et si personne n'achète? Et si je perds simplement mon temps? Ces mêmes questions m'ont tourmenté. J'ai ressenti cette même peur lancinante au fond de moi. Mais ce qui transforme la peur en un puissant carburant est une attitude que j'ai cultivée grâce à mes mentors. Agir, même face à la peur. Chaque action que vous exécutez diminue le poids du doute. Et c'est précisément cette accumulation de petites certitudes qui, avec le temps, transforme l'apparemment impossible en une question de routine. Je n'ai pas inventé ce principe. Je l'ai plutôt découvert en observant des leaders à succès à travers une étude diligente et des tests rigoureux, et surtout en analysant des données empiriques. Des comportements cohérents et planifiés sont fortement corrélés à un bien-être financier amélioré et à une prise de décision plus judicieuse à long terme. Permettez-moi de clarifier comment vous pouvez appliquer ces principes à des scénarios pertinents pour la plupart des gens aujourd'hui. Si vous êtes actuellement employé, conceptualisez une idée qui utilise votre temps libre. Peut-être un service, un produit numérique ou même une offre de conseil basée sur une compétence que vous possédez déjà. Si vous avez des enfants et un temps limité, transformez ces petites poches de temps en micro-tâches. Faites 3 contacts par semaine. Consacrez 1 heure le soir à la rédaction d'un script de vente. Si vous êtes actuellement au chômage, convertissez votre idée en une proposition de valeur si directe et convaincante qu'il devient presque impossible de la refuser. Envisagez d'offrir des services de nettoyage, de petites réparations ou des livraisons locales. Utilisez les outils facilement disponibles que tout le monde possède. Un smartphone pour la publicité, les plateformes de médias sociaux pour acquérir des clients initiaux et des applications de paiement pour recevoir des fonds. L'idée elle-même doit être économiquement viable dès le départ, même si ce n'est que modestement, pour garantir que la boucle de rétroaction financière commence rapidement. Et voici un point qui pourrait vous sembler provocateur. Beaucoup de gens travaillent sous l'idée fausse qu'une grande idée doit être entièrement originale. Ce n'est absolument pas le cas. Le véritable différenciateur réside dans son exécution. La même idée qui échoue entre les mains d'un individu pessimiste et passif peut prospérer lorsqu'elle est maniée par quelqu'un qui programme intentionnellement son esprit, adopte la répétition, prend des mesures décisives et affine constamment son approche. J'en ai été témoin de première main, à la fois en moi-même et chez des dizaines de personnes que j'ai coachées. Ce qui distingue vraiment le 1% du 99% n'est pas une intelligence de niveau génial constant. C'est plutôt la persévérance, méticuleusement guidée par un état d'esprit aligné sur une action constante. Enfin, voici un défi pratique.
Maintenant que vous avez assimilé cette information, prenez une seule feuille de papier et, en une seule ligne, notez l'idée qui possède le potentiel de transformer votre vie au cours des 12 prochains mois. En dessous, articulez la toute première micro-action qui vous prendra moins de 24 heures à accomplir. Exécutez cette action aujourd'hui, pas demain. Lorsque vous revenez à cette simplicité fondamentale, idée, écriture, micro-action, répétition, vous reprenez le contrôle de l'ensemble du processus. Et rappelez-vous ceci, ce n'est pas de la chance. C'est une séquence systématique de décisions délibérées et de répétitions constantes qui reprogramme efficacement votre cerveau et oriente votre vie vers des résultats qui semblaient autrefois absolument inimaginables. Pendant une période significative, le mensonge le plus répandu que j'ai adopté était celui-ci. Pour accumuler une richesse substantielle, il faut posséder une intelligence extraordinaire. Nous avons été élevés avec l'idée que les génies deviennent inévitablement riches. Par conséquent, lorsque nous examinons nos soldes bancaires et les diplômes ornant nos murs, nous concluons souvent que quelque chose ne va pas intrinsèquement chez nous. Cependant, la vérité crue et sans phare raconte une histoire différente. Ce n'est pas un QI élevé qui a transformé ma vie. C'était un changement fondamental dans mes schémas de pensée. J'en suis venu à comprendre, et l'ai ensuite validé par l'expérience pratique, que les résultats financiers sont bien plus le reflet de nos pensées et de nos croyances concernant l'argent que de nos connaissances techniques en finance. Considérez ceci. Combien de personnes brillantes connaissez-vous qui sont complètement embourbées dans les dettes ? Et inversement, combien de personnes qui n'ont même jamais terminé un seul cours universitaire ont complètement transformé leur vie? J'ai vécu cette même contradiction. Quand j'ai commencé à vraiment prospérer, ce n'était pas parce que je suis soudainement devenu plus intelligent. C'était parce que j'ai consciemment commencé à penser différemment. Ce qui était manifestement absent des programmes académiques et des institutions éducatives était une instruction pratique sur la manière de conditionner son propre esprit, à la fois pour percevoir et saisir les opportunités. La différence cruciale entre un simple savoir et le fait de être véritablement, c'est précisément ce qui distingue ceux qui construisent une richesse de ceux qui stagnent indéfiniment. Avant de rejeter cela comme de la simple rhétorique motivante, considérez les faits concrets. Des études récentes établissent clairement que des traits psychologiques comme l'optimisme et une mentalité de développement sont étroitement liés à des comportements financiers plus efficaces. Par exemple, les personnes les plus optimistes ont tendance à épargner avec plus de diligence et à planifier avec une projection beaucoup plus grande vers l'avenir. Les programmes qui combinent éducation financière et entraînement mental ont déjà eu un impact concret sur les populations à faible revenu, améliorant non seulement leur compréhension, mais aussi leurs actions pratiques en matière d'emploi et de génération de revenus. En substance, transformer sa manière de penser n'est pas une solution magique, c'est une intervention profonde qui modifie fondamentalement vos choix et, par conséquent, vos résultats financiers. Alors, qu'est-ce qui change concrètement ? C'est le rôle que vous choisissez d'adopter face aux circonstances, tandis que la majorité réagit par « mon salaire est trop bas, je ne peux donc pas me permettre de prendre de risques », ceux qui finissent par prospérer se demandent « qui dois-je devenir pour que ce risque me semble une étape naturelle et logique ?» Ils posent cette question directrice et alignent ensuite leurs pensées, leurs petites actions et leur langage sur cet état nouveau et désiré. C'est précisément pourquoi j'ai toujours souligné l'importance de coucher ses pensées sur le papier. Les y consigner transforme efficacement une idée en un contrat personnel avec soi-même. Lorsque j'ai un jour consigné un objectif modeste, nettoyer un seul étage pour 30 $ américains, cet objectif apparemment mineur est devenu un terrain d'essai crucial pour des entreprises bien plus ambitieuses. La logique est simple. Il n'est pas nécessaire de commencer par quelque chose de monumental. Il suffit de débuter par la cohérence entre vos pensées et vos actions. De plus, il existe une base biologique à cela. Le cerveau se modifie fondamentalement par la répétition.
Répéter constamment une idée, une affirmation directrice ou un comportement spécifique renforce les circuits neuronaux. Ce phénomène de neuroplasticité garantit qu'avec le temps, penser et agir en accord avec votre nouvelle mentalité deviennent beaucoup plus automatiques et significativement moins tributaires de la simple volonté. C'est-à-dire que la répétition délibérée prend une intention abstraite et la transforme en une habitude qui guide les décisions financières quotidiennes. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la neuroscience appliquée au développement personnel. Si vous voulez des exemples concrets, pas des histoires de manuels, observez des individus qui ne se sont pas laissés définir par des étiquettes comme sans éducation ou sans pédigré académique, et qui, grâce à une persévérance mentale et à une action continue, ont transformé leur vie. Richard Branson a abandonné ses études tôt et a bâti un empire en étant obstiné, audacieux et persévérant. J.K. Rowling était une mère célibataire, rejetée par plusieurs éditeurs avant de persister jusqu'à trouver le succès, non pas par chance, mais par sa capacité à persévérer, à s'adapter et à continuer de croire en la vision qu'elle avait pour elle-même. Ces cas ne prouvent pas que l'éducation formelle est inutile. Ils prouvent que la persévérance mentale et l'attitude peuvent surmonter des conditions initiales difficiles. Et maintenant, une question à laquelle il faut répondre honnêtement. Quelles croyances limitantes entretenez-vous concernant l'argent? L'argent est sale. L'argent n'est que pour quelques-uns. Je ne suis pas né pour cela. Ces phrases façonnent les comportements. Et vous en répétez beaucoup sans même vous en rendre compte. La pratique qui fonctionne vraiment est simple, mesurable et reproductible. Choisissez une nouvelle croyance pratique, courte, spécifique, orientée vers l'action, et transformez-la en routine. Je dis routine parce que les études et mon expérience montrent qu'écouter, lire ou répéter constamment une idée la convertit en action automatique. Notez, j'ai la capacité de créer de la richesse avec une valeur honnête. Répétez cette phrase chaque matin, puis revoyez vos micro-objectifs et entreprenez au moins une micro-action qui relie la pensée au monde. De petites étapes constantes l'emportent sur de grands plans mal exécutés. Si vous pensez encore que le problème est le temps ou les ressources, répondez honnêtement. Combien de fois avez-vous conceptualisé quelque chose pour l'abandonner ensuite par peur? Combien d'occasions ont cessé d'exister parce que vous attendiez la condition parfaite? L'attitude que je vois transformer les gens n'est pas la perfection. C'est le courage d'agir avec une nouvelle pensée, même incertaine, et de s'ajuster en cours de route. La bonne mentalité n'élimine pas les erreurs, elle les transforme en carburant. Chaque erreur que vous affrontez avec curiosité et ajustement affaiblit la croyance limitante et renforce l'étape suivante. Enfin, voici un exercice concret que j'ai utilisé et que je recommande. Aujourd'hui, identifiez une seule croyance limitante concernant l'argent. Écrivez-la. À côté, écrivez la croyance opposée et pratique. Choisissez une micro-action que vous entreprendrez dans les 48 heures pour vous prouver que la nouvelle croyance est plus utile. Et répétez à voix haute la nouvelle croyance 30 à 50 fois par jour pendant 21 à 30 jours, combiné à un journal quotidien de petites victoires. Ce protocole, écriture, micro-action, répétition suivie, active la neuroplasticité, modifie le comportement et, avec le temps, change les résultats. C'est ainsi que l'esprit cesse d'être une excuse et devient un instrument. Alors, dites-moi, continuerez-vous à mesurer votre valeur par des diplômes et des excuses, ou commencerez-vous dès aujourd'hui à entraîner une mentalité valorisée par vos actions? Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent pour commencer. Il vous suffit de commencer intelligemment, en alignant la pensée, la routine et la persévérance. Je me souviens exactement du jour où j'ai réalisé que je vivais pour plaire aux autres. C'était une salle immense, pleine de monde. J'étais assis au fond, recroquevillé, essayant de passer inaperçu, comme si le simple fait de mon existence était une gêne. À l'avant, un homme parlait avec une telle assurance qu'il dominait complètement l'atmosphère. Il s'appelait Bill Gookf. Il n'avait pas besoin de crier ni de prouver quoi que ce soit. Il était, tout simplement.
Et moi, au fond, je pensais, si seulement je pouvais parler comme lui, ma vie changerait. Mais, au fond de moi, la vérité était que je ne croyais pas mériter d'être sur cette scène. La peur me réduisait au silence, la peur d'avoir l'air ridicule, la peur de faire des erreurs, la peur d'être jugé. Et dans le silence de mon esprit, je suis devenu prisonnier des opinions des autres, jusqu'à ce que Bill dise quelque chose qui trancha l'air comme une lame. Si vous voulez être libre, vous devez être vous-même. Ces mots ont transpercé ma poitrine et ont continué de résonner. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais à cet instant, quelque chose en moi a commencé à s'effriter. Le personnage que j'avais construit pour plaire, pour être accepté, pour m'intégrer au moule des autres. Réaliser cela fut douloureux. J'ai compris que, pendant des années, j'éteignais ma propre lumière, juste pour ne déranger personne. Au lieu de m'épanouir, je me rétrécissais. Faire semblant que tout allait bien devint ma spécialité. Et le résultat, je respirais, mais je ne vivais pas. C'était comme être piégé dans une cellule invisible, la porte ouverte, mais craignant d'en sortir. Il est curieux de voir comment l'esprit nous joue de tels tours. Nous croyons que plaire aux autres est le moyen d'être aimé, alors qu'en réalité, c'est le moyen le plus lent de nous détruire. À cette époque, je n'avais aucune idée de la façon de commencer à être moi-même. Alors j'ai commencé là où j'étais. Je suis rentré chez moi, je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit d'une voix tremblante, « Tu n'as plus besoin de faire semblant. » Cela semblait absurde, mais ce fut le premier pas. J'ai commencé à m'entraîner à parler à voix haute, même si personne n'écoutait. J'ai répété ce que je voulais dire, je l'ai testé, j'ai fait des erreurs, j'ai ressenti de la gêne, mais j'ai continué. Et plus je le faisais, plus la peur diminuait. Aujourd'hui, la neuroscience explique quelque chose que j'ai appris par la pratique. Lorsque vous vous exposez de manière répétée à ce que vous craignez, votre cerveau s'adapte. Il comprend que le danger n'est pas réel et la peur perd de son emprise. Le nom de ce phénomène est l'habituation neuronale. Chaque fois que vous agissez avec authenticité, même en tremblant, votre cerveau enregistre une nouvelle voix, celle du courage. Et c'est dans ce processus que vous commencez à réclamer votre voix, votre essence et surtout votre pouvoir. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous retenu de dire ce que vous vouliez par peur de ce que les autres pourraient penser? Combien de fois avez-vous porté un masque au travail, en famille, dans vos relations, juste pour vous intégrer? Le coût de tout cela est immense, car vivre pour plaire, c'est porter un fardeau qui ne vous a jamais appartenu. Vous commencez à vous mesurer au regard des autres, et chaque critique devient un coup porté à votre confiance en vous. Mais la vérité est que personne n'a le droit de définir qui vous êtes. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'être accepté et être aimé sont des choses différentes. Être accepté est conditionnel. Vous êtes valorisé tant que vous vous comportez selon les attentes. Être aimé est gratuit. C'est quand vous êtes apprécié exactement tel que vous êtes. Et lorsque vous décidez d'être sincère, vous dérangerez inévitablement ceux qui sont encore pris dans les apparences. Ils vous traiteront d'arrogant, de fou, de différent. Mais savez-vous ce qui est pire que d'être jugé? Continuez d'être une pâle copie de qui vous étiez destiné à être. Je me souviens de la première fois où je suis monté sur scène. Mes mains transpiraient, mon cœur battait la chamade, et j'ai pensé à abandonner. Mais quelque chose en moi a murmuré. Tu as vécu avec la peur trop longtemps. Maintenant, il est temps de vivre avec un but. J'ai tremblé, j'ai bégayé, mais j'ai parlé. Et quand j'ai fini, j'ai réalisé que je n'étais pas mort. Au contraire, j'étais né de nouveau. C'est là que j'ai compris que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de continuer même avec elle. Des études montrent que les personnes qui vivent en accord avec leurs valeurs authentiques ont des niveaux plus élevés de bien-être, de satisfaction et même de stabilité financière. C'est parce que lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vos actions s'alignent sur ce que vous croyez. Et là où il y a alignement, il y a clarté. Et là où il y a clarté, il y a pouvoir.
C'est cette clarté qui m'a permis de transformer une simple idée en un véritable empire, sans jamais avoir à faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. J'ai découvert qu'être authentique, ce n'est pas être parfait, mais être entier. C'est reconnaître ses défauts, ses doutes et choisir malgré tout de se montrer tel que l'on est. Quand vous agissez ainsi, l'univers vous répond. Les bonnes opportunités se présentent parce que vous vibrez à la bonne fréquence, celle de la vérité. Et rien n'est plus magnétique que la vérité. Je veux que vous imaginiez un instant ce que serait votre vie si vous viviez à 100% tel que vous êtes vraiment. Si vous n'aviez pas à vous justifier, à cacher vos rêves ou à demander la permission d'exister. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec une sensation de légèreté parce qu'il n'y a plus de masque. C'est cela, la liberté. Et elle commence à l'instant précis où vous cessez d'essayer de vous intégrer dans le monde des autres pour commencer à construire le vôtre. Il existe un exercice simple mais transformateur qui m'a aidé sur ce chemin. Prenez une feuille de papier et écrivez-y un domaine de votre vie où vous sentez que vous n'êtes pas vous-même. Cela pourrait être au travail, à la maison ou dans vos relations. Écrivez ce que vous aimeriez dire ou faire si vous n'aviez pas peur. Lisez-le à voix haute. Visualisez-vous en train d'agir de cette manière. Répétez cela chaque jour pendant une semaine. Ce qui se produira est puissant. Votre esprit commencera à accepter cette nouvelle version comme possible et la peur perdra son emprise. J'ai appris, par la pratique, que vivre pour plaire est la manière la plus subtile de renoncer à soi-même, et que décider d'être qui vous êtes pourrait irriter beaucoup de monde, mais cela inspirera ceux qui en ont besoin. Au final, l'authenticité est une révolution silencieuse. Elle ne demande pas d'applaudissements, elle libère simplement. Et c'est ainsi que j'ai découvert que la vie cesse d'être une obligation lorsque vous arrêtez de jouer un personnage et que vous commencez enfin à vivre votre vérité. Le doute n'est pas qu'une pensée passagère, c'est un mécanisme qui paralyse l'action et dévore les possibilités. Pendant des années, j'ai laissé ce murmure me définir. Et si j'échoue? Et s'il se moque? Et s'il est trop tard? Et chaque « et si » fonctionnait comme une chaîne invisible qui m'empêchait de me lever. J'ai douloureusement réalisé que le doute n'est pas un avertissement de danger, c'est un voleur qui dérobe lentement les moments, les opportunités et la réputation. Combien de fois avez-vous abandonné avant même de commencer, non pas par manque de capacité, mais parce que le doute peignait l'avenir comme une chambre d'humiliation? Ces questions paralysantes apparaissent dans toutes les classes sociales, à tous les niveaux de connaissance. Ce n'est pas l'apanage de ceux qui en savent moins, c'est la condition humaine lorsque l'esprit s'aligne sur la peur. Je me souviens d'un épisode qui a failli me briser. Je me retrouvais dans des réunions, des sessions de formation et des rassemblements où les idées germaient et les opportunités surgissaient, et je restais silencieux. Je préférais ne pas poser de questions, ne pas m'exposer, car le doute me murmurait que j'aurais l'air ignorant. Cependant, l'amère vérité s'est révélée. En restant silencieux, j'ai manqué des invitations, perdu des convictions et laissé des portes se refermer sans jamais y frapper. Le sentiment de voir les autres saisir ce que j'aurais pu poursuivre rongeait mon estime de soi. Ce fut une leçon coûteuse. Le doute ne protège pas, il appauvrit. Quand j'ai finalement commencé à poser des questions, même en tremblant, j'ai commencé à être vu. Quand j'ai commencé à offrir, même avec la peur du rejet, j'ai commencé à recevoir. L'action diminue le doute. Chaque petite confirmation constitue une preuve contre le sceptique intérieur. La science confirme ce que l'expérience m'a appris. La peur et l'hésitation peuvent être réduites par une exposition délibérée et répétée, non pas par des actes héroïques, mais par des étapes programmées qui mettent le corps en contact avec ce que le cerveau perçoit comme dangereux. La thérapie d'exposition montre que confronter de manière sûre et répétée ce qui vous effraie est l'un des moyens les plus efficaces d'éteindre les réponses de peur et de créer de nouveaux schémas de réaction. Cela signifie que le doute peut être désensibilisé. Vous pratiquez de petites actions qui vous mettent mal à l'aise jusqu'à ce que l'inconfort perde son intensité et que l'action devienne naturelle.
Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Maintenant, soyez attentifs. La plupart des gens confondent la prudence et le doute. La prudence demande « Quel est le risque réel ?» et agit avec planification. Le doute ne dit que « Et si ça tourne mal ?» et paralyse. Il y a aussi un piège économique connu sous le nom d'aversion à la perte. Nous ressentons la douleur de perdre plus intensément que la joie de gagner. Et le doute en profite. Lorsque vous surestimez les pertes potentielles et sous-estimez les gains plausibles, vous finissez par choisir l'inaction comme sécurité. C'est une illusion. L'inaction a aussi un coût. Demandez-vous, combien avez-vous déjà perdu en ne prenant pas de risques? Combien de valeur avez-vous laissé de côté par peur de l'échec? Alors, comment vous libérer concrètement et directement? D'abord, reconnaissez et écrivez le doute exactement tel qu'il apparaît. Ne le balayez pas sous le tapis, exposez-le sur papier. Ensuite, décomposez-le en questions vérifiables. Et si j'échoue, quelle est la pire conséquence pour 30 jours? Puis-je y survivre? Qu'est-ce que j'apprends? Ensuite, concevez une action de preuve. Quelque chose qui prend moins de 24 heures et teste l'hypothèse. Si la peur est de parler en public, proposez 5 minutes lors d'une réunion. Si la peur est de solliciter un client, rédigez une courte proposition et envoyez-la. Si la peur est de risquer un petit investissement, commencez par un montant que vous acceptez de perdre comme coût d'apprentissage. L'ampleur de l'action doit être suffisamment petite pour être réalisable, mais suffisamment significative pour avoir un impact. La répétition structurée de cela conduit à un changement réel et mesurable. Permettez-moi d'être pratique avec un protocole que j'ai utilisé et qui a fonctionné pour moi. Choisissez une petite action qui provoque un inconfort modéré, niveau 4 ou 5, sur une échelle de 0 à 10. Effectuez cette action 3 fois la première semaine, 5 fois la seconde et enregistrez la réaction émotionnelle ainsi que le résultat pratique. Évaluez chaque semaine. Qu'est-ce qui a changé dans votre ressenti? Qu'est-ce qui a changé dans les opportunités? Au bout de 30 jours, comparez la peur perçue au début avec votre peur actuelle. La différence est la preuve vivante que le doute a perdu du terrain. Ce protocole combine les principes d'exposition, de neuroplasticité et de micro-expérimentation, la science appliquée à la vie réelle. Je veux aussi que vous voyiez des exemples concrets pour ne pas confondre la théorie avec la fantaisie. Il y a des leaders, des entrepreneurs et des artistes qui ont avoué que le tournant s'est produit lorsqu'ils ont commencé à agir malgré leur peur, et non pas lorsque la peur a disparu. Et il y a des récits célèbres de personnes qui ont vu des opportunités leur échapper parce qu'elles étaient piégées par les « et si ». Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour prouver que la différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui se lamentent se résume souvent à un schéma simple, agir avec de petites preuves même en ayant peur. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont une leçon sur la façon dont l'esprit réagit au mouvement. Enfin, un défi direct. Pour les 2 prochaines semaines, choisissez un doute qui vous paralyse et transformez-le en une expérience de 14 jours. Des micro-actions quotidiennes avec des résultats enregistrés. Si le doute est « je ne sais pas vendre », faites une offre par jour. Si c'est « j'ai peur de m'exposer », publiez une idée par jour. Si vous faites cela même avec des échecs, vous aurez quelque chose que ceux qui sont coincés dans les « et si » n'auront jamais, des données réelles, des preuves tangibles et une nouvelle banque d'expériences qui démantèle le doute. Le doute résiste jusqu'à ce que vous apportiez des preuves contraires. Offrez-lui des preuves. Agissez. Ce qui change vraiment la vie, ce n'est pas ce que vous savez, ni le nombre de fois où vous avez essayé, c'est le moment où vous décidez d'agir, même avec la peur. Lorsque vous faites un pas, même petit, l'univers se réorganise autour de vous. Le doute perd du pouvoir. L'esprit s'aligne et tout commence à couler. C'est le secret le plus caché du 1%. Ils n'attendent pas de se sentir prêts. Ils créent l'état de préparation en agissant. Et c'est exactement ce que je veux que vous reteniez à partir de maintenant. Il n'y a pas de manque de capacité en vous, seulement un manque de décision.
Agissez aujourd'hui. Un geste, un choix, un mouvement. Car c'est ainsi que votre réalité commence à se transformer. Maintenant, la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran vous mènera encore plus loin dans ce voyage. C'est votre prochaine étape pour gravir un échelon de plus dans l'évolution de votre sagesse, pour devenir 1% meilleur que vous ne l'êtes maintenant. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.